Benoît Biteau, vous êtes agriculteur, député européen. On vient de réautoriser l'emploi des néonicotinoïdes pour les betteraves. Quels sont les dommages causés par ces pesticides? Alors, les impacts sur les pesticides, ils sont au moins de trois ordres sur des enjeux et des périls qui sont très contemporains. Le premier, peut-être le moins grave, si on peut les hiérarchiser, c'est aujourd'hui, on évalue le poids des pesticides sur cette dégradation de la biodiversité par une disparition de 70% des cortèges d'insectes qui peuplaient donc nos campagnes et les parcelles agricoles, et le cortège qui dépend de ce cortège d'insectes est le cortège des oiseaux, et dont on évalue la disparition de 40% à peu près des populations d'oiseaux. Donc ça, c'est le premier impact, c'est sur la biodiversité. Le deuxième, c'est sur le climat, c'est-à-dire que l'utilisation de ces pesticides et des engrais de synthèse d'ailleurs, des molécules de synthèse sur les sols agricoles affecte singulièrement la capacité des sols agricoles à devenir des zones de séquestration du carbone, et donc continue d'amplifier le poids de l'agriculture dans le changement climatique. L'agriculture, c'est déjà presque 30% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Or, cette activité qui occupe 60 à 70% des espaces tout autour de nous, parce qu'elle cultive des plantes qui photosynthétisent et donc qui ont cette faculté de séquestrer du carbone et de libérer de l'oxygène, peut aussi être la solution au changement climatique, si tant est que ces surfaces agricoles soient mobilisées sur cet enjeu-là. Et l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse nous éloigne de cette fonction climatique que pourrait remplir l'agriculture, qui reste donc surtout un émetteur de gaz à effet de serre. Et puis le dernier sujet, et ça c'est le sujet qui doit nous inquiéter peut-être en priorité, qui peut faire bouger les lignes, c'est la santé. Et c'est la santé des plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisation des pesticides impacte des ressources vitales, comme l'air qu'on respire à chaque instant, comme l'eau qu'on boit tous les jours, comme la nourriture qu'on met dans notre assiette. Et la présence de ces molécules de synthèse dans ces ressources vitales met en péril la santé d'à peu près tout le monde, mais au premier rang desquels les plus jeunes. Et donc là, il y a une alerte rouge, j'ai envie de dire, là, qui doit clignoter et qui doit nous conduire à une sortie complète des pesticides pour protéger la santé de nos enfants. C'est aussi un problème de logiciel et de méconnaissance des alternatives aux pesticides. Le principal ressort, j'ai envie de dire, du fait qu'on utilise toujours plus de pesticides, c'est ce chantage permanent qu'on essaie d'inculquer dans l'esprit de tous, qui consiste à opposer souveraineté alimentaire et absence de pesticides. C'est-à-dire qu'on nous oppose l'impossibilité de préserver une souveraineté alimentaire si on n'utilise plus de pesticides. Et ça, c'est un poison au-delà des pesticides eux-mêmes. C'est un poison terrible dans le débat, parce qu'en vérité, quand on pratique l'agroécologie, on est sur des solutions qui permettent de préserver cette souveraineté alimentaire sans avoir recours aux pesticides. Et l'explication qui fait que plus on avance dans le temps avec l'usage des pesticides, plus on augmente la dépendance, en tout cas de l'agriculture aux pesticides, c'est que plus on utilise des substances de synthèse et plus on avance sur la dégradation des écosystèmes. Et quand on accélère la dégradation des écosystèmes, les seules parades qu'il reste pour rester productif, pour que l'agriculture continue de produire, c'est d'utiliser de nouveaux pesticides pour régler les problèmes que l'utilisation précédente des pesticides a elle-même créés. Donc on voit bien que c'est un cercle vicieux, et que l'utilisation des pesticides, c'est une fuite en avant permanente, et que la seule solution pour réduire les pesticides, c'est d'arrêter d'en utiliser, parce que tant qu'on en utilise, même un peu, eh bien, on entre dans ce cercle vicieux. Et on l'a vu avec la procédure Ecophyto, le dispositif Ecophyto, qui a été conclu en 2008 sur fond de Grenelle de l'environnement, où on a proposé aux agriculteurs, et ils ont signé en bas de la feuille, donc ils ont pris l'engagement de cette décrue de l'utilisation des pesticides de 50% sur une période de 10 ans, donc entre 2008 et 2018. On a mis sur la table une enveloppe publique de 710 millions d'euros sur cette période-là pour accompagner la décrue des pesticides en agriculture. Et non seulement on n'a pas amorcé cette décrue de 50% annoncée en 2018, mais on a accentué la dépendance aux pesticides de 28% sur cette même période, qui illustre parfaitement ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que quand on en utilise, on est obligé d'en utiliser toujours plus, parce qu'on crée des situations qui nous entraînent vers des solutions curatives permanentes. On voit bien, c'est un cercle vicieux, mais qu'en est-il précisément pour cette autorisation, cette réautorisation
pour les betteraviers. Ouais, en vérité, cette histoire de néonicotinoïdes sur les betteraves, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il faut reprendre ce qui s'est passé sur la problématique betteravière. En 2016, on supprime les quotas betteraviers, c'est-à-dire qu'on avait des outils de régulation du marché de la betterave à sucre qui faisaient que les producteurs avaient un prix garanti en limitant leur production. On a joué sur des logiques ultralibérales et on a fait exploser ces quotas. Et on est parti sur une logique, on produit plus, et donc forcément, si on produit plus, on va gagner plus d'argent. Sauf qu'en produisant plus, on a entraîné dans ces logiques libérales, c'est la loi de l'offre et de la demande qui constitue le prix, parce qu'on a produit beaucoup plus, le prix de la betterave s'est effondré. Et donc, on a produit plus, mais à un prix moins intéressant. Et donc, au bout du bout, avec plus de production, on a obtenu un chiffre d'affaires en retrait par rapport à la période où on avait un outil de régulation qui s'appelle le quota des betteraves. Sauf que pour aller chercher cette production supplémentaire, il a fallu engager davantage de coûts de production, plus d'engrais de synthèse, d'azote par exemple, plus de pesticides qui coûtent horriblement cher et qui fait qu'à chiffre d'affaires plutôt en baisse par rapport à l'époque où il y avait des outils de régulation et des coûts de production qui ont augmenté, le revenu du producteur a été mis en berne. Et plutôt que de regarder les choses en face et de dire on s'est planté sur le fait de supprimer cet outil de régulation, on trouve un coupable idéal, le puceron, vecteur de jaunisse nanisante de la betterave. C'est pas ça la réalité. Effectivement, du puceron, il y en a. Mais pourquoi il y en a plus en l'absence de ces quotas? C'est parce qu'on a poussé la betterave avec beaucoup d'azote et qu'on l'a sensibilisée à davantage d'attaques de pucerons et que parce qu'on a utilisé massivement des insecticides pour lutter contre les pucerons, ces insecticides n'étant pas sélectifs, ils ont aussi complètement décimé les prédateurs du puceron. Et donc, on n'avait plus d'outils naturels, biologiques, pour lutter contre ces attaques de pucerons qui étaient en recrudescence parce qu'on avait utilisé beaucoup plus d'azote pour produire beaucoup plus de betteraves. Et donc, on le voit bien, le cercle vicieux, là. Alors que si on avait maintenu les quotas betteraviers, on aurait moins fertilisé l'azote, on aurait sûrement eu moins d'attaques de pucerons, on aurait moins traité avec des insecticides et on aurait eu un cortège de prédateurs du puceron plus important pour limiter les pucerons sans avoir recours aux néonicotinoïdes. Donc, on voit bien que là, c'est manichéen. Il y a un cercle vicieux d'un côté et un cercle vertueux de l'autre. Bon, on a compris le chantage économique, mais qu'en est-il des alternatives? Parce qu'il faut bien des alternatives quand même. Il va falloir les convaincre avec des données scientifiques objectives, la référence à des expériences réussies sur lesquelles on peut capitaliser et dire on ne vous envoie pas dans l'inconnu, on a des acteurs de l'agriculture qui savent faire autrement. Donc, regardons ce que font ces gens-là, utilisons ces références pour les vulgariser et les déployer à grande échelle. Donc ça, c'est l'outil de conviction basé sur des données objectives. Et puis, il faut les accompagner. Et on a des solutions colossales pour les accompagner. Il y a bien sûr la politique agricole commune. Il faut arrêter de distribuer de l'argent public sans conditionnalité qui fait que 80% de l'enveloppe est mobilisé par les 20% d'agriculteurs qui sont les plus gros consommateurs de pesticides et d'engrais de synthèse. Et donc, arrêtez d'utiliser cette enveloppe pour perfuser cette économie-là, pour perfuser cette agriculture-là. S'ils veulent continuer d'utiliser des pesticides et des engrais de synthèse, qu'ils le fassent. Mais arrêtons de mettre de l'argent public sur ces logiques-là. Il n'est pas question de faire d'ingérence dans des choix d'entreprise. Il est question de dire, avec l'argent public, on ne peut plus soutenir ces logiques-là. Et donc, on libère des enveloppes monstrueuse, colossale, pharaonique, via la PAC, pour accompagner la transition vers d'autres pratiques agricoles. Donc là, il s'agit de courage et d'audace politique qui consiste à dire on peut faire autrement. Et puis, on a une autre enveloppe publique colossale, c'est toute cette enveloppe publique qu'on utilise dans les politiques curatives pour réparer les dégâts de ces pesticides et de ces engrais de synthèse. Sur l'eau, j'en ai parlé déjà, sur l'air, j'en ai parlé, sur la biodiversité. Et donc aujourd'hui, ça représente des enveloppes publiques colossales, puisqu'on a individualisé les profits et mutualisé la réparation des dégâts liés à cette agriculture. Et si, encore une fois, avec du courage et de l'audace politique, on s'autorisait à récupérer cette enveloppe publique, mobilisée aujourd'hui dans des solutions curatives pour soutenir des solutions d'anticipation, soutenir des solutions de prévention, elle serait directement fléchée vers les paysans, vers les producteurs,
qui se verraient rémunérés. Et là, le mot compte. On n'est plus sur des subventions où les agriculteurs ont l'impression parfois d'être assistés. Là, on les rémunère parce qu'ils rendraient service à la biodiversité, parce qu'ils rendraient service au climat, parce qu'ils rendraient service à notre santé. Et donc, on change complètement d'approche dans l'utilisation de l'argent public et on a un outil redoutable pour accompagner la transition et le revenu des paysans. Finalement, vous nous dites qu'il y a de l'argent, notamment avec la PAC, mais que cet argent est mal distribué et surtout pas pour des actions vertueuses, notamment concernant l'environnement. Et puis, il y a aussi des phénomènes naturels, des écosystèmes que vous défendez. C'est des solutions qu'on appelle basées sur la nature, c'est-à-dire remettre en place des écosystèmes qui profitent à l'agriculture. Certains parlent de solutions de biomimétisme, de choses comme ça. Moi, je parle plutôt de solutions bio-inspirées. On voit dans la nature où l'homme n'intervient pas des écosystèmes extrêmement productifs de biomasse parce qu'on a un écosystème qui, de A à Z, est en fonction. Et on peut faire ça en agriculture. Et je ne suis pas le seul, mais je m'appuie, si je m'autorise aujourd'hui à avoir des propos aussi radicaux, on va dire, c'est que moi, je suis paysan depuis 2007 et que ce que j'ai fait sur ma ferme est la démonstration, parmi tant d'autres, hein, je pense à d'autres collègues avec qui je partage des expériences, mais on fait la démonstration que quand on remet en place un écosystème et qu'on ne vient pas le perturber avec des substances de synthèse de type pesticides, on a des résultats absolument remarquables. Absolument remarquables pour la biodiversité, pour le climat, pour notre santé et pour le revenu des paysans. Il faut arrêter, encore une fois, d'opposer l'écologie et les paysans. Le meilleur allié aujourd'hui des paysans, c'est les écologistes et c'est l'écologie elle-même qui permet d'apporter des solutions à leurs graves difficultés. Pour conclure, faut-il, selon vous, opposer économie et écologie et puis arrêter de dire que l'écologie coûte cher et qu'on sera plus compétitif? Ce que j'aime à dire, et souvent, quand on oppose justement ces logiques économiques à ces logiques écologiques, souvent on me rétorque la phrase préférée de Madame Lambert, qui est la présidente de la COPA-COGECA à Bruxelles, qui dit que quand on est dans le rouge, on ne peut pas faire plus vert. Eh bien, la démonstration qu'on peut faire aujourd'hui et que font un certain nombre d'agriculteurs, c'est que quand on est dans le rouge, si on fait plus vert, on sort définitivement du rouge. Et ça aussi, c'est un argument de taille pour convaincre les agriculteurs à s'intéresser aux alternatives à l'usage des pesticides, à l'usage massif des pesticides. Merci Benoît Biteau.